Tout simplement pour vous dire que nous avons créé avec notre start-up citoyenne, nous avons avancé dans nos travaux, nous avons mis en place une identité avec un nom qui s'appelle Code et qui a vocation effectivement à casser les idées reçues, à casser les codes. Et au-delà de ça, c'est aussi une notion pour rappeler en fait la notion de bon père de famille, tout simplement. Nos valeurs, nous avons créé des valeurs, parce que c'est un pacte de confiance quand vous créez une aventure humaine, et le contrat social est quelque chose qui est fondamental. Donc nous avons créé des valeurs qui sont être adogmatique, convivialité, collaboration, il m'en manque une, il y a l'ouverture et l'innovation, voilà, c'est ça. Au niveau de la vision, comme je vous le disais, en fait, on souhaite mettre en place une start-up citoyenne. Alors, derrière ces grands mots, qu'est-ce qui peut se cacher? C'est avant tout d'être un laboratoire d'idées, d'être un laboratoire pour effectivement influencer et inspirer les élus. Mettre en place un living lab, c'est un peu toute cette culture de start-up qu'on souhaite mettre en place. À quel but? L'objectif, c'est effectivement qu'on crée davantage de retours, davantage de politiques de proximité, et que les élus puissent voir dans le laboratoire d'idées un moyen d'avoir des retours directement et voir les bénéfices qu'il pourrait y avoir. Aujourd'hui, on a également constitué une équipe et justement, comme la parité est quelque chose qui est fondamental pour la métropole, on a choisi en fait de mettre en place une vice-présidence avec Lionel Vergel. Et je te laisse le soin de te présenter. Merci Katia. Alors, en quelques mots, je vais être rapide. Donc, j'ai 49 ans, je suis président et cofondateur de la société CompuFirst. C'est une société qui a été créée il y a 8 ans au sein du BIC, donc anciennement Cap Omega, présent sur Montpellier. On est revendeur informatique pour les professionnels. 30 personnes sont salariées de notre entreprise, sont tous basés sur le territoire. On a 15 000 clients partout en France, mais on les adresse à distance. Alors j'ai accepté avec beaucoup de plaisir la proposition de Katia de l'accompagner dans cette aventure citoyenne et humaine, parce qu'on se rejoint sur le terrain des valeurs. Et mon parcours d'entrepreneur et de citoyen m'a amené à me forger un certain nombre de convictions qui m'ont poussé à lui dire oui, mais très rapidement. J'avais le concept de start-up citoyenne, car il allie la puissance redoutable et des moyens et des outils mis en œuvre dans une start-up pour qu'elle devienne une entreprise pérenne, et la puissance inégalable de l'engagement citoyen lorsqu'il est dénué de toute attache, de tout dogme, quel qu'il soit. Donc cette combinaison des deux est quelque chose de très positif et qui colle avec ce que Katia a voulu mettre en place. Je crois profondément au fait que l'engagement citoyen est le terreau fertile dans lequel la République doit puiser pour pouvoir rayonner. Et je suis aussi intimement persuadé que la démocratie participative, lorsqu'elle est mise en œuvre de façon intelligente, elle peut devenir un élément essentiel au développement d'un territoire. Je sais aussi, pour l'avoir de nombreuses fois constaté dans le monde professionnel et ailleurs, que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça, c'est la phrase de Katia et je la fais mienne aussi. Et pour terminer, je crois dur comme fer que toutes les approches innovantes qui ont été proposées par Katia dans le cadre de la mise en œuvre de la mission qui nous est confiée sont un moyen efficace pour rassembler tout ce qu'il y a de plus épars. Donc je pense qu'on va tous y arriver ensemble. Alors, juste pour clôturer ma présentation, le Conseil de développement tel qu'il se construit aujourd'hui me semble vraiment pouvoir être un moyen idéal pour répondre à mes attentes en termes d'engagement citoyen. Et je le dis d'autant plus qu'au sein même du bureau et des commissions avec lesquelles on a commencé à travailler, j'ai rencontré des gens formidables, si différents les uns des autres, mais tous animés par un esprit conquérant et un enthousiasme vraiment débordant. Voilà ce que je pouvais dire à Katia. Merci. On a également la chance, effectivement, qu'il y ait 12 co-animateurs qui ont rejoint l'aventure. On va les citer, il y en a certains qui sont présents ici, que je remercie d'être là. Il y a dans le domaine de la santé, il y a Cécile Neville qui est psychologue en psychologie positive. Il y a Sébastien Téchuto qui est à la fois kinésithérapeute et ostéopathe, mais qui aussi qui représente en fait le syndicat des ostéopathes. Voilà. Dans le numérique, Lionel Vergel et Marianne Vigny de la société Solage, qui s'est investi beaucoup dans le cadre de la French Tech et qui a suivi cette aventure. Dans le domaine de la mobilité et de l'accessibilité, Emmanuel Dossa, ici notaire, merci beaucoup d'être présent, qui représente la Chambre des notaires aussi, si je m'abuse.
Il y a Virginie Monument qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais qui est en fait la directrice déléguée de Languedoc-Roussillon, d'EDF. Au-delà de ça, il y a le développement touristique avec Éric André Benoît du FIS, Marie Degnaud de Géovina. Merci beaucoup pour cette start-upeuse. Parce que faire preuve d'engagement citoyen quand on est start-upeuse, c'est quelque chose qui n'est pas évident d'allier. Au-delà de ça, dans le développement, non, c'est dans l'agronomie, l'agroécologie. Merci à Laure Vidal d'être présente, avec qui était un fruit, aussi une start-upeuse, comme quoi les start-up s'engagent. Il y a également Sophie Toyer qui est de Supagro et qui est professeure de Supagro. Ah oui, il y a Culture, Patrimoine et Éducation avec Sébastien Paul de Macadam. Non, c'était Illusion et Macadam. C'est ça, Sébastien? Qui est beaucoup investi dans tous les mouvements en fait pour les entrepreneurs sociaux et toute la culture contemporaine. Et il y a Karine Jalagnon, qui est professeure agrégée de droit à la faculté de droit. Donc voilà un petit peu pour l'équipe hors pair de co-animateurs qui ont vocation effectivement à animer les différentes commissions et qui ont été, je dirais, sélectionnés sur plusieurs critères. Il y a l'expérience, il y a justement leur capacité à fédérer autour d'eux des communautés qui sont influentes, dans lesquelles en fait justement ils vont avoir justement, je dirais, une emprise, enfin le mot emprise c'est pas le bon, mais en tout cas qui connaissent suffisamment les bonnes personnes pour asseoir en fait, pour donner envie aux citoyens de venir échanger. Donc une fois cette présentation des co-animateurs et de l'équipe qui est faite, le conseil de développement est avant tout effectivement un laboratoire d'idées d'expérimentation. Donc comment est-ce qu'on va le mettre en place, comment est-ce qu'on va susciter l'intérêt des élus et pourquoi en fait justement les citoyens s'engageraient à le faire. Notre volonté c'est d'abord de se dire que seul on va plus vite, certes, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui la métropole elle a besoin d'aller beaucoup plus loin. On a besoin de fédérer tous les talents puisqu'ils sont complètement tous dispersés sur le territoire, on s'en rend compte encore. Vendredi dernier, j'ai découvert que le leader du kitesurf mondial est à Mougio. C'est une grande première. Moi qui ai organisé avec d'autres personnes de la French Tech Extreme Up. Si on avait su qu'ils étaient là, ça nous aurait facilité la tâche par moment. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré Laurent Balesta, qui est un plongeur de renommée internationale et qui accomplit des exploits. C'est toute cette culture qu'il faut qu'on distille et que chacun puisse apprendre et puisse collaborer avec, puisque quelqu'un qui a une expérience à l'international pourrait faire des retours, notamment à d'autres startups qui sont en train de partir à l'international, qui font des levées de fonds, qui dépensent énormément d'argent, et à l'inverse, c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut faire la transition numérique de certaines activités, notamment, si je prends cette entreprise de kitesurf, qui n'a pas passé encore le cap de la transition numérique, comment est-ce que la French Tech peut l'aider en fait à passer ce cap-là? Voilà ce qu'on veut aujourd'hui mettre en place au sein du code, c'est à la fois de fédérer tous ces acteurs un petit peu éparpillés sur le territoire et de voir toutes les synergies qu'on va pouvoir créer et de faire en sorte que les élus soient aussi là pour nous aider à faciliter, à mettre en lien, à nous dire tiens, il y a telle personne, il y a tel talent de ce côté-là, merci. Merci Sophie. Donc voilà pour la création de cette dynamique collaborative dans laquelle je crois beaucoup. Je me suis beaucoup investie dans le cadre de la French Tech, je continue à le faire et je suis persuadée qu'il faut voir au-delà de la French Tech et qu'il faut maintenant miser et se concentrer sur la transition numérique. Prochainement, dans notre actualité, nous allons rencontrer Toulouse, ce sera le 6 juillet. Et dans le cadre de Toulouse, notamment Marie-Christine Jallet nous a invités lors de la dernière assemblée plénière en fait, du CODEF de Toulouse. Et nous, notre volonté, c'est de créer un lien. Et pour créer un lien, on a proposé et suggéré de mettre en place un projet commun. Et on va faire une saisine commune qui va porter en fait sur la question suivante. Voilà. On est deux grandes métropoles et on a vocation à rayonner dans un contexte international. Comment, dans le cadre de la grande région, on va pouvoir faire en sorte de trouver des passerelles, de mutualiser des ressources, de mutualiser des moyens pour élever le débat et voir comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres.
Voilà ce que nous souhaitons proposer. Et a priori, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec Marie-Christine, ils sont totalement ouverts à faire une saisine aussi de leur côté. Ils sont intéressés par le projet. Voilà. Sinon, au-delà des prochaines échéances, au mois de septembre, ce sera l'inverse. On va faire venir la présidente du conseil de développement de Toulouse et on va inviter Philippe Sorel à participer à notre assemblée plénière où on va voter notre charte qui est un acte fondateur et qui sera important pour justement tout dérouler du conseil de développement. Entre fin juin et ces derniers jours, parce que début juillet, il y a une participation relativement intéressante, active, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une population éclectique, mais habitée par le sentiment et la volonté de réussir et de bien faire, et surtout une diversité à la fois dans les âges, les fonctions, les sexes, forcément la parité, les situations géographiques. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous, une excellente nouvelle, puisqu'en fait on va pouvoir s'appuyer sur des forces vives diverses et variées, très complémentaires, très créatives. Et en fait, moi, quand je raconte les premières réunions, je me dis, il y a des gens vachement intelligents en fait. Et donc, en plus, ils ont de la bonne volonté. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Rendez-vous est pris pour certaines commissions déjà dans quelques semaines et pour d'autres à la rentrée par rapport aux problématiques de congés qui nous occupent tous. Mais la dynamique est là et elle est bien partie. Et j'avoue qu'effectivement, on met en place des nouvelles méthodes de travail et notamment, on a 50% de la population du conseil de développement qui est les nouveaux membres et 50% sont des anciens membres. Donc, toute la problématique, c'est comment faire coexister, cohabiter, échanger et créer en fait un rapport de confiance. Donc l'objectif a été de mettre en place des ateliers participatifs façon brainstorming, façon mode méthodes agiles, où on a créé 6 pôles avec les commissions et on a demandé à chaque membre du conseil de développement de prendre un post-it et de partager sa vision sur 2 questions. La métropole pour vous dans 10 ans, c'est quoi ? Et une réussite du conseil de développement, ça représente quoi? Et c'est là où en fait on a défini 2 thématiques principales à l'intérieur desquelles il y a pléthore d'idées. Les 2 thématiques prioritaires sont la transition numérique et l'attractivité du territoire. À l'intérieur duquel vous allez avoir des idées comme faire de Montpellier une ville complètement connectée, accessible en Wi-Fi, et qui a été proposée par exemple par le tourisme, mais qui n'aura pas été suggéré par la commission numérique. Donc c'est véritablement voir cette transversalité se mettre en place, ces regards croisés, ce qui paraît évident pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des parcours beaucoup plus intelligents, notamment sur le tourisme, mais aussi pourquoi pas dans le déplacement, dans la mobilité, puisque la mobilité c'est un enjeu important de Montpellier, puisqu'on circule mal, c'est pas assez accessible, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui sont invalides. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va voir pour travailler ensemble de manière complètement transversale. Merci. Ça organise en fait ce conseil de développement, c'est des réunions régulières, vous voyez une fois par semaine, ça se passe... Alors les réunions sont organisées de la manière suivante. Avec la présidence, on se réunit toutes les semaines, avec les cadres de la métropole également. Avec les membres du bureau, c'est le 4e jeudi de chaque fin de mois. Avec les commissions, ça va être au minimum une fois tous les 2 mois, mais l'objectif c'est de voir comment les travaux avancent et on s'adapte en fonction. Il y a des commissions qui ont des projets à court terme et qui vont vouloir mettre en place des choses assez rapidement, donc ils vont impulser plusieurs réunions dans la foulée. Et après on a les assemblées plénières et c'est une assemblée plénière par trimestre. Voilà comment on est organisé aujourd'hui. Les transversalités se feront entre les commissions en fonction du degré d'avancement des travaux ou c'est planifié ou... Alors justement, c'est là où on s'est rendu compte que par exemple, il y avait des projets qui méritaient d'entrée de jeu de la transversalité. Typiquement, quand on va travailler avec Toulouse, on va nommer dans chaque commission une personne qui sera référente de faire avancer le projet qui sera lié à Toulouse. Donc ça, c'est la transversalité qui va se mettre matérialisée. Après, c'est aussi en fonction de chaque commission, quand on va se réunir au niveau des bureaux, chaque co-animateur va pouvoir dire, là, moi, j'ai besoin d'un autre regard, j'ai besoin d'ouvrir en fait
le champ des possibles, de voir comment vous le voyez, ce problème-là, vous qui faisiez partie de la commission mobilité, vous qui faisiez partie de la commission tourisme, comment est-ce que justement on peut mêler nos regards. Aujourd'hui, il faut qu'on permette en fait davantage de créativité, il faut qu'on libère les talents. Donc on ne voulait pas en fait d'entrée de jeu imposer une organisation qui soit trop fermée. D'où en fait la possibilité de s'ajuster en temps réel et de voir en fonction des priorités et des urgences. Donc c'est assez souple et c'est une organisation voulue, quoi. L'agilité, c'est quelque chose qui est important. Carcan, exactement. Je rajoute juste un élément. L'objectif aussi pour nous, c'est d'aller peut-être au-delà et d'aller chercher des experts qui, à un moment donné, vont venir renforcer une réflexion sur un sujet qui sera transversal en silo et de se dire, tiens, même malgré tout, dans les 250 personnes qui constituent le conseil de développement, on n'a pas cette expertise-là. Donc voilà, on pourra aller chercher à un moment donné quelqu'un qui viendra nous apporter son expertise pour aller plus vite et aller plus loin et plus rapidement. Et le conseil va émettre des propositions à quelle échéance? Est-ce qu'il y aura des Alors choses on a plusieurs échéances à court, moyen et long terme. D'ici la fin d'année, on va travailler avec les élus notamment pour remettre le rapport qu'on va établir avec Toulouse. Ça c'est l'échéance. Au mois de septembre, on va mettre en place la charte. Donc il y aura un premier vote à partir du mois de septembre sur la charte. Et de septembre jusqu'à la fin d'année, on va travailler effectivement à l'établissement du rapport. D'autres personnes vont commencer à travailler sur les idées qui ont émergé depuis les ateliers participatifs lors de la dernière assemblée plénière. Donc voilà. Il va y avoir plusieurs échéances et à plusieurs dates, et tout ça, ça sera rendu public, transparent. On attend juste de faire notre dernière réunion au niveau du bureau pour communiquer tout ça. Et clairement, on se met dans la phase de transparence dans le sens où tous les travaux, tous les discours, toutes les présentations sont systématiquement relayés sur SlideShare. Vous pourrez les voir, les consulter. L'idée, c'est vraiment justement, comme on est tous engagés citoyennement, on se doit d'être transparent vis-à-vis des autres. Donc on a créé un compte Twitter pour justement diffuser, et on va encore créer une page Facebook pour un peu interpeller les citoyens aussi, qui voient ce qui se passe, et de démontrer à la société civile que oui, leur investissement en temps, il est productif. Parce que c'est aussi ça, en tant que citoyen, on veut bien s'engager, on veut s'impliquer, mais il faut qu'il y ait des choses concrètes qui se matérialisent. Et c'est un peu tout l'enjeu de ce soir, c'est d'aller susciter un peu l'intérêt des élus pour leur dire, regardez, travaillez avec nous, il y a vraiment des choses qui sont à mettre en place. Et cette en septembre, elle traite de quoi? Du fonctionnement, des valeurs. Au-delà de ça, on est en train de voir notamment sur comment est-ce qu'on va s'organiser, quelle façon de faire, comment est-ce qu'on intègre de nouveaux membres. Est-ce qu'on laisse habitam aeternam une personne qui est nommée, ou est-ce qu'on fait tout simplement une personne qui ne vient pas pendant trois assemblées plénières? Est-ce qu'on ne laisse pas la porte à quelqu'un d'autre? Parce que du coup, ça recrée... ça fait du changement. Après, l'idée, c'est aussi de fédérer les anciens acteurs qui, pour le coup, sont un peu parfois déstabilisés parce que c'est une méthodologie qui est nouvelle, et de laisser aussi justement leur place pour que petit à petit ils puissent venir et que la culture en fait, du changement se fasse. Je rajouterai sur la philosophie de la charte, c'est les droits et les devoirs de chacun, à la fois ceux qui sont dans le bureau, nous et l'ensemble des participants. C'est essentiel, dans toute organisation humaine, il faut une règle, aussi participative, collaborative soit-elle. Il faut malgré tout un texte de référence, une table de la loi qui régit le mode de communication, le fonctionnement. Et surtout, la volonté, c'est que ce soit la transparence absolue pour que chacun puisse interférer de façon intelligible et efficace avec le conseil de développement, que ce soit de la part des élus, que ce soit de la part des citoyens ou des différents corps, quels qu'ils soient, de la société civile. C'est une charte qui serait cooptée ou qui serait déjà plus ou moins mise en place par les commissions? Quand je dis cooptée, c'est par l'ensemble des membres. Alors ce sera voté par l'ensemble des membres. Après, on a sollicité lors des dernières commissions l'avis des membres qui nous disaient faites-nous une proposition, et ensuite on en débat, on voit comment nous on peut se greffer. Mais il voulait en fait déjà qu'il y ait un projet quelque part qui puisse
déjà existé pour venir ajouter eux-mêmes leur propre retour. Ouais, c'est extrêmement démocratique. Hein. L'objectif, c'est à un moment donné, il faut impulser l'idée, il faut un squelette, et puis on fait réagir les gens pour pouvoir nourrir ce squelette et en faire la charte finale. Mais à aucun moment, évidemment, nous sommes rédacteurs ou nous imposons quoi que ce soit. L'objectif pour nous, comme les animateurs, c'est d'animer les 250 personnes qui sont capables d'apporter des idées et que tout le monde se reconnaisse complètement dans ce mode de fonctionnement pour qu'on n'ait pas à s'y référer, en tout cas le moins souvent possible, pour se concentrer sur l'efficacité du travail qui nous attend. Et avec Toulouse, est-ce que vous pouvez nous dire précisément s'il va y avoir des initiatives communes, des travaux communs et sur quel thème en particulier? Bonne question. Je pense que oui, il y aura des initiatives communes et il y aura des travaux communs. Maintenant, je peux pas répondre avant d'avoir rencontré Marie-Christine Janet. Mais les premiers retours et nos premiers échanges sont vraiment remplis d'espoir. Il y a vraiment une dynamique qui est en train de se créer, qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une vraie envie de collaborer les uns les autres. Après, on veut placer le débat au-dessus des enjeux politiques et justement, nous, ce qui nous importe en tant que citoyens, c'est de faire en sorte de, voilà, est-ce que Montpellier et Toulouse, quand ils partent à l'international, comment est-ce qu'on peut peut-être voir pour arranger les choses sur, je sais pas, vous faites ça différemment, quels sont vos avantages, nous, nos inconvénients, nos axes d'amélioration. Enfin voilà, c'est vraiment de partager ça. Après, là, tel quel, sans l'avoir vu, c'est difficile pour moi de vous répondre, mais l'objectif, il est là. C'est pas de faire un rapport qui n'a aucune substance. Enfin, voilà, personnellement, je suis chef d'entreprise, j'aime pas les choses qui sont établies pour rien, donc je vais tout faire pour que ce soit derrière porté et que les élus eux-mêmes soient associés à ce projet, parce que c'est important. Il faut qu'on fédère un maximum d'acteurs autour de ce projet-là. C'est une fabrique d'idées et d'innovations que vous voulez mettre en place Complètement. sur un rail pour les deux métropoles, et si possible les deux en même temps ou adaptés en fonction des deux métropoles. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un lien et de se mettre en fait comme dans une configuration où l'enjeu il est mondial. On doit faire rayonner en fait la grande région. On doit faire en sorte que Montpellier ne soit pas laissé pour compte, que Toulouse en fait ils existent. Mais l'idée, c'est comment est-ce que, comme avec les French Tech, en fait, les différentes métropoles, ça a été ça. À Montpellier, on était tout le temps dans la collaboration. On a collaboré avec Toulouse, on a collaboré avec Bordeaux, avec Lyon. L'idée, c'est d'aller encore plus loin et de continuer en fait les prémices de cette dynamique. Et vous êtes pour la multiplication des French Tech en France? Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu excessif, là. Ça se multiplie de tous les côtés. J'ai pas de problème parce que moi je suis très pour le collaboratif, donc moi plus on est nombreux et mieux c'est. Justement, je pense que ça permet effectivement de définir des personnes avec qui on peut échanger. Et moi je suis strasbourgeoise initialement, donc moi je suis très contente que la métropole de Strasbourg soit reconnue en fait pour certaines compétences. Après, sincèrement, le label French Tech, c'est avant tout un label qui est fait pour rayonner les métropoles. Et je pense que la vocation aujourd'hui, c'est d'élever le débat beaucoup plus haut. C'est comment est-ce que les métropoles peuvent interagir ensemble, quelle intelligence collective on peut mettre au sein des métropoles pour élever le... on a un enjeu, c'est d'attirer des investisseurs, c'est d'attirer des entreprises sur nos territoires à nous toutes. Et si on est reconnu, parce que Montpellier, c'est plus ici la culture technique ou technologique, que là-bas, c'est plus en fait la santé, là-bas, c'est plus les objets connectés, quelque part, en fait, on aura tout gagné, puisque naturellement, on va attirer des entreprises qui ne seraient pas venues. Est-ce que le conseil de développement existait avant ces derniers mois? Ou est-ce qu'il a été créé là? Vous disiez, il y a des anciens qui s'y retrouvent peut-être pas. Le conseil de développement existait avant avec Jean-Pierre Moore et c'était Olivier Torres de mémoire qui était le président. Ah, ça a été créé avec Unlimited, non? Non, je crois pas. Je pense pas que ce soit Unlimited. Je pense que c'est lié en fait à la création de la... c'était déjà l'agglomération. Oui, c'est la loi territoriale. Ouais, c'est la loi territoriale. C'est la loi territoriale Voinet, la loi Voinet. Et lui avait déjà remis, ce conseil de développement-là, avait déjà remis les conclusions des rapports des conseils aux élus, ou est-ce qu'il y a besoin de le relancer un peu parce qu'il ronronnait?
En fait, oui, il y a un travail qui a été fait et nous, notre objectif, clairement, c'est de s'appuyer sur l'antériorité. On ne va pas réinventer la roue. L'objectif, c'est de savoir ce qui a été fait, de ne pas le refaire, de s'appuyer sur les travaux pour aller plus loin, avec ceux qui ont travaillé avant nous. Et demain, ceux qui nous remplaceront feront la même chose avec nous. En tout cas, c'est la philosophie générale. Donc évidemment, on n'est pas à l'an zéro, on est juste dans la continuité d'un travail. La seule approche qu'on pourrait taxer de nouvelle, c'est la méthodologie de travail qu'on va mettre en œuvre. C'est l'innovation dans l'approche collaborative, participative. Voilà, c'est une autre façon de faire, mais c'est une sorte de continuité de toute façon, puisqu'il y en a eu avant et il y en aura après. C'est pas vertical, c'est horizontal, votre approche. C'est multidimensionnel, on va dire. Si j'ai bien compris.